Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. On construit, sans le savoir encore, sans que l'humanité en ait pris réellement conscience, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité a le temps. Donc elle est sur un rythme qui ne correspond pas au nôtre. Nous, on évolue sur 10 ans, on peut voir la progression d'un être humain. Pour l'humanité, c'est sur des centaines d'années qu'on commence à s'en rendre compte. Et quand on étend le temps, entre le moment où nous étions des primates naturels et aujourd'hui où nous sommes des humains, euh, des hommes constructeurs, on pourrait dire, et le destin vers lequel nous tendons, là, on peut mesurer ce qui est en progression. Voilà, là, on peut mesurer l'aventure humaine déjà, par exemple. À partir d'un petit groupe d'humains, on s'est multiplié, etc. On s'est répandu sur la planète. Ça a duré des centaines de millions de milliers d'années. On s'est adapté à tous les environnements, au désert, aux cités. On a construit des cités lacustres. On s'est adapté sur la banquise, etc. Et puis, après s'être répandu sur l'ensemble de la planète, on a commencé un mouvement de réunification, d'unification. Et c'est ce vers quoi on va. On va vers cette unité humaine dont on a construit toutes les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du tourisme, du travail, etc. Et alors, elles ne fonctionnent pas très bien, mais elles ont le privilège d'avoir été réalisées, d'être là, d'être présentes. Et donc, tout montre qu'on va vers cette unification. Par exemple, alors ça, c'est un des points qui pourrait prouver cette évolution vers l'unité et vers l'état de perfection. Il y en a bien d'autres, c'est ce que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net. Donc vous pouvez y aller ou à travers toutes les vidéos qui sont en ligne sur YouTube, où vous avez trouvé celle-ci. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'utilise soit des ouvrages, des bouquins que je trouve au hasard de mes balades, soit des audios, des vidéos, et bien souvent c'est des vidéos de philosophie présentées par exemple par France Culture avec philosophie, c'est une émission que j'aime bien écouter, il y en a d'autres sur France Culture, sur France Inter, etc. Et il y a d'autres endroits où on peut écouter de la philosophie évidemment. Et voilà, je m'appuie un petit peu sur ça, mais là, cette fois-ci, c'est sur cet ouvrage-là. Voilà, l'évolutionnisme, cet évolutionnisme dont on parle tant, par Paul-Émile Duroux. Alors, Paul-Émile Duroux, tiens, ah mais non, mais ça marche pas, malheureusement, il y a eu la foudre, et je peux pas avoir Internet au moment où je fais cette vidéo. Donc, eh bien, alors, c'était Paul-Émile Roux, c'était un professeur agrégé à la faculté, chargé de cours à la faculté de médecine. Et c'est là où c'est quand même vraiment intéressant. Cet ouvrage, c'est les cours en 1965 et 66. Et là, on voit qu'à la faculté de médecine, c'était vraiment intéressant ce qu'il distribuait. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont droit aux philosophes de l'évolution, à réfléchir sur Teilhard de Chardin? Là, on voit un petit peu tout ce qu'il... l'humanisation de la pensée. Est-ce qu'on retrouve, pardon, cette ouverture, on va dire, philosophique, cette ouverture d'esprit philosophique chez les étudiants en médecine actuelle? Ça serait intéressant de savoir parce que
la médecine s'est complexifiée, il faut apprendre de plus en plus de choses. Est-ce que le fait de devenir très pointu fait pas que la culture générale, l'intérêt, tout ce qui va être un peu parallèle, justement la philosophie, l'humanisme, et qui sont pour moi essentiels, parce qu'en fait, on, on peut comprendre, on peut voir du sens dans l'évolution, par exemple, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont... Il y a la spiritualité qui peut se mettre aussi en présence de cette réflexion. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, je vais direct attaquer le chapitre 7, les philosophies de l'évolution. Et après, on verra si on attaque autre chose. Mais pour l'instant, ça sera ça. Donc ça, c'est quasiment une thèse, hein, je pense. C'est un cours, mais on le trouve nulle part sur Internet, ce bouquin. C'est ça qui est incroyable dans ces trucs. Alors, les philosophies de l'évolution. La fausse querelle entre matérialistes et spiritualistes. Alors, comme d'habitude, je lis, je découvre en même temps et je commente, je digresse, j'y mets mon petit grain de sel. On y va. Si personne ne met plus en doute ce que nous pourrions appeler le fait évolutionniste, les causes qui l'ont déterminé, qui décident constamment de l'évolution, elles, nous demeurent inconnues. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a l'évolution? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce moteur dans le vivant qui va faire que le vivant va progresser, etc., va avancer, va aller dans une sorte d'orientation, de sens. Nous abordons là le domaine des nuances philosophiques, de loin le plus délicat. Jusque-là, on pouvait, en gros, distinguer deux tendances principales dans l'esprit des anthropologistes. La tendance mécaniste et matérialiste, qui pensait pouvoir expliquer l'évolution par des facteurs matériels et faisait fi du primum movens. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça, à mon sens, c'est le premier mouvement, primum movens. Donc, ce dont parle Aristote, un dieu moteur qui a mis en œuvre le premier mouvement, en fait, l'univers. Voilà. L'évolution étant irréversible est représentée chez les vertébrés par le fait de la complexification psychique. Le matérialiste, alors les vertébrés, c'est nous aussi. Donc il y a la complexification psychique qui était expliquée. Le matérialiste expliquait l'expansion du psychisme à partir de la matière. Donc c'est la matière qui se complexifie naturellement, quoi, en somme. À ses yeux, la matière accouchait du psychisme et de l'esprit. Ce n'était en réalité qu'une façon de repousser la question. On était en droit de demander « Expliquez-moi maintenant la matière ». Eh oui, expliquez-nous maintenant la matière. Comment la matière est aujourd'hui, donc 80 ans, 90 ans après cette parution, là, après ce travail, cette réflexion, bien la matière, elle a quasiment... on est devant une énigme inouïe. Elle est immatérielle, la matière. Donc, qu'est-ce qui fait que dans la matière, qu'est-ce qui met en œuvre dans la matière le vivant et l'évolution? La tendance spiritualiste, c'est l'autre tendance, au contraire, faisait intervenir d'autres facteurs, immanents ou transcendants. Pour elle, l'expansion dessinait le mouvement d'une flèche dirigée vers l'esprit. Donc, il y a une évolution dans ce sens, qui précédait et dépassait la matière, qui était déjà présente avant la création de l'univers, qui était déjà dans l'intention de l'univers, de la création. Et là, moi, je suis de ce côté-là, de la
logique. Je pense que oui, il y avait l'intention à l'origine de l'univers, il y avait l'intention déjà de l'univers et de tout ce qui se déroule, donc des processus qui vont engendrer à un certain moment la vie et mettre en évolution la vie. Donc il y avait l'expansion, les lois de l'expansion, les lois faisant apparaître la vie et les lois faisant évoluer la vie, déjà avant que l'univers se crée, dans l'intention de cet univers-là. Ça, c'est mon point de vue. On a pu dire que les différentes philosophies de l'évolution, quelle que fût leur diversité, se rattachaient toutes plus ou moins à ces deux tendances. Mon Dieu, j'ai oublié de mettre le micro. Je suis désolé. Bon, ça marche quand même, mais je pense que c'est moins qualitatif. Alors, allons-y. Bon, c'est pas très... On va faire comme ça. On a pu dire que les différentes philosophies de l'évolution, quelle que fût leur diversité, se rattachaient toutes plus ou moins à ces deux tendances principales. Seules les différenciaient certaines nuances dans leur mécanisme ou leur finalité. Et c'est quand même incroyable que j'ai appelé mon site Mécanique universelle. Mécanique universelle. Et c'est venu spontanément, peut-être un mois ou deux après avoir créé, avoir créé la structure de cette théorie. J'étais dans un bistrot, un pub, j'étais ivre et j'ai demandé du papier au serveur et j'ai noté ce truc, Mécanique universelle. Je cherchais un nom pour le site et pour le site qui commençait à arriver. C'était en 1999, en 2000, en l'an 2000. Et c'est ça qui est venu spontanément, Mécanique universelle. Voilà, bon, petit aparté. Sans doute est-il difficile actuellement de parler de philosophie évolutionniste. On peut seulement traduire que les anthropologistes contemporains font usage d'une expression plus juste, plus conforme aux données scientifiques en acceptant le mystère matériel de la vie. Mais la recherche des origines et des causes demeure aussi incompréhensible, humiliante au sens exaltant du mot, qu'elle concerne le domaine de la matière ou celui de l'esprit. Et c'est marrant, oui, parce que mécanique universelle, il y a quand même quelque chose de mécanique, quoi, la tendance mécaniste. C'est curieux, parce que j'ai utilisé un terme mécaniste avec une philosophie qui se révèle être spiritualiste. Aussi, nous ne placerons pas la philosophie d'un anthropologiste dans l'une ou l'autre de ces catégories, matérialisme ou spiritualisme. Il demeure entendu qu'aucun savant digne de ce nom ne peut penser que le cosmos soit une autocréation. Ah, à l'époque, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, même certains philosophes pensent qu'il y a une sorte d'autocréation. À mon sens, si on interroge des philosophes comme Michel Onfray, ils verront l'univers comme une autocréation. À mon sens, c'est une erreur. Il demeure entendu qu'aucun savant donc ne peut penser comme une autocréation. Cela n'aurait pas grande signification. Et d'autre part, combien de matérialistes sont peu à peu devenus spiritualistes? Je suis d'accord, même Sartre. Il est aussi dit, et je pense que c'est le cas de tous, et je pense que, à part ceux qui auraient un orgueil démesuré et qui, sur leur lit de mort, diraient « je crois pas, je continue à penser qu'il n'y a pas de principe créateur, que après moi tout se termine une fois que mes yeux se ferment, que je passe du côté de la mort, voilà, c'est terminé, quoi. » Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Et il n'y a que l'orgueil qui permettrait de le faire. Un orgueil déplacé, en somme, hein, mais un orgueil
Bon, voilà, j'ai toujours réagi comme ça jusqu'à ma dernière goutte de sang. Je serai un borné, un têtu, quoi. Il est aussi difficile d'expliquer la matière que l'esprit. Et nous devons reconnaître que le mystère demeure intégral, touchant les origines et le devenir du cosmos. Oui, mais on répondra à cette question. On est à 15 minutes. Eh bien, on va rester sur des petites... Je vais juste attaquer l'introduction. G.G. Simpson, je ne pense pas que ce soit les Simpsons qu'on connaît, mais c'était sans doute un penseur. Dans 2 ouvrages traduits en français, Rythme et modalités de l'évolution, Paris 1950, et L'évolution et sa signification, Paris 1951, et Huxley, dans Évolution in action, Londres 1953, traduit à Paris en 1956, exprime une théorie qu'utiliseront Lecomte de Nouilly et Teilhard et par la suite tous les anthropologistes. Ils ont observé et compris que l'évolution change de caractère, de forme et de qualité avec l'apparition de la conscience dans le psychisme, c'est-à-dire avec l'émergence de l'intelligence réfléchie au niveau du palier humain. Nous aurons de nombreuses occasions de faire l'étude de l'expansion psychique et nous montrerons clairement que les discontinuités ne sont qu'apparentes. Car il y a parfaite continuité dans l'ascension psychique. C'est la montée progressive vers le psychisme supérieur. Et ça, déjà, Hegel parlait de ça. Et je pense qu'à cette époque, c'était 19e siècle, voilà, avec Darwin, on avait compris qu'il y avait cette complexification. Sur la mécanique universelle, je dis que c'est pas parce qu'il y a complexification qu'il y a supériorité. On n'est pas supérieur aux autres, à des espèces qu'on dirait inférieures, à l'éponge, au poisson, je ne sais pas. Pas du tout. C'est à un autre degré que ça se passe. Il n'y a pas de jugement qu'on peut porter en réalité. Aucun jugement ne porte sur l'évolution. Les choses sont telles quelles. Nous, on est sous la forme humaine, on est dans l'humanité. D'autres apparaissent à d'autres positions dans le vivant et chacun contribue à cet écosystème. Et on ne peut rien retirer de l'écosystème en réalité. Tout est fait pour que ça soit une harmonie en réalité. Cette continuité ne bouleverse en aucune façon l'idée métaphysique que l'on peut se faire de l'humain, car s'il y a continuité, il y a aussi changement de qualité entre les 2 paliers évolutifs. Le palier du dernier animal est celui du premier homme. Voilà, alors à l'époque, ils pensaient sans doute en palier évolutif, en palier de supériorité, mais en réalité, c'est plus le fait qu'il y a cette évolution et qu'elle va dans un sens. C'est pourquoi il est important maintenant de comprendre et de découvrir où va l'humanité. Parce qu'à ce moment-là, on peut comprendre tout le processus, pourquoi nous nous sommes séparés des autres primates, pourquoi nous sommes ce que nous sommes et pourquoi nous évoluons dans ce sens, vers le bonheur absolu, c'est ma théorie. L'évocation du lac qui déborde sous l'effet d'une pluie continue, celle du siphon provoqué par l'effet d'une goutte d'eau complémentaire, celle du mécanisme qu'enclenche une énergie continue dépassant un certain seuil, toutes ces images permettent de saisir ce qu'est le passage de l'intelligence animale à l'intelligence humaine. Le débordement du lac change le lac, mais ne modifie pas la pluie. La chaleur augmente d'une façon continue et cependant à 100 degrés l'eau devient vapeur. Telle est l'image dont se sert Teilhard de Chardin. Le mystère ne réside pas à chaque palier, il existe une fois pour toutes. Il est le mystère de l'évolution dans sa totalité.
Voilà, arrivé à la fin de ce premier chapitre. Le second, eh ben, on va parler de Sir Julian Huxley. Et ça, c'était étonnant que Huxley, il est à l'origine de la pensée de Le Comte de Nuit, de Teilhard, et puis voilà, de tous ces grands penseurs. Je vais arrêter là, mes chers amis, et je vais vous dire à très bientôt. Voilà, merci. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, d'établir des liens avec votre site ou votre espace YouTube, d'aller visiter le site Mécanique Universelle et de laisser des commentaires. Tout ça, ça augmente un peu la visibilité de l'espace. Merci, à très bientôt.